Quelle superbe journée pour aller porter mon jeu chez un éditeur. Je viens de créer le meilleur jeu de deck building au monde. J'espère que rien ne se retrouvera dans mon chemin. Ah, mes chers amis, bienvenue dans les ruines perdues de Narak. Un jeu qui unit deck building et placement d'ouvriers. À notre tour, on va faire une action principale et autant d'actions secondaires que l'on souhaite. Une action principale qu'on peut faire, c'est, quand on n'a plus rien à faire, c'est de passer. Et quand tout le monde a passé autour de la table, on va avancer le petit sceptre du tour. On va le passer au deuxième tour, troisième, quatrième et cinquième. Et une fois que la cinquième manche est terminée, on va compter les points et la personne qui aura le plus de points de victoire sera désignée grande gagnante. Une autre action principale qu'on peut faire, c'est d'acheter des cartes ici, dans cette magnifique rivière de cartes. On peut les acheter avec de l'or ou avec des boussoles. Parce que on commence avec des cartes en main, on en a 5, et ces cartes-là peuvent nous permettre d'avoir des boussoles automatiquement que je vais pouvoir me mettre de côté pour acheter des cartes, ou je peux aussi utiliser son petit pictogramme juste en haut pour aller explorer. Suivez-moi, on va l'explorer. Ah, l'exploration Internet! Alors pour une action, je vais prendre mon meeple et venir ici explorer un de ces 5 lieux. Ces lieux vont nous donner des ressources comme des parchemins, des petites flèches, et en étant là, je bloque l'accès à un autre joueur. Ici, on peut seulement être un, ici, on pourrait être 2. Donc, c'est une façon d'interagir avec les autres joueurs. On peut aussi explorer ces lieux inconnus en payant 3 boussoles ou 6 boussoles. Quand j'ai payé le 10 frais d'entrée dans la jungle, je dois aussi payer la ressource, à savoir est-ce que c'est un lieu près de l'eau ou près de la jungle, est-ce que ça me prend une voiture? Donc à ce moment-là, j'ai payé la voiture aussi. J'arrive devant ce lieu inconnu à explorer, je prends ma baïonnette et je commence à regarder qu'est-ce qui se passe et je découvre une idole. Cette idole-là, c'est vraiment important. Ça donne 2 cadeaux, donc ça donne un cadeau principal, ça donne 3 points de victoire, et sur ton plateau, tu vas pouvoir activer un bonus. Fait que c'est plein de cadeaux, ça. Tu le veux, l'idole. Après ça, tu vas découvrir le lieu secret et tu vas faire les ressources indiquées ici. Par contre, ce lieu-là est protégé par une infâme bestiole, comme une fourmi gigantesque. Eh bien, comme action principale, on peut aussi décider de se battre contre cette dite fourmi en dépensant les ressources ici indiquées. Si je réussis, je vais faire un bonus et 5 points d'action, mais si malheureusement je n'ai pas les ressources nécessaires, je vais devoir mettre dans mon deck une carte peur si au début de la prochaine manche, je suis encore là. Donc, il faut faire attention, il faut se battre, il faut vouloir ces points-là, c'est une course, hein? La vie c'est une course, mais Narak aussi c'est une course. C'est une course à l'exploration, c'est une course à la bataille, et c'est une course un petit peu plus loin, venez avec moi. Bienvenue dans la course du savoir. Oui, c'est ici qu'on peut dépenser pour une action principale nos ressources pour avancer sur la piste de savoir. Donc, on va dépenser les ressources qui sont juste ici et on va avancer. La loupe, on va avancer. Quand j'arrive ici et que je suis le premier, je vais pouvoir prendre ce jeton-là qui est un petit cadeau offert gracieusement par Narak. Et on va aussi pouvoir faire le petit cadeau qu'il y a là. C'est juste ça, cette piste-là, des cadeaux. On va avancer jusqu'ici et on va faire des points de victoire. Le premier qui arrive à la piste juste ici fait 23 points de victoire. C'est non négligeable, mes chers amis. Et quand tu es rendu en haut, tu peux aussi dépenser des ressources pour acheter des tuiles temple. Et ces tuiles-là peuvent valoir jusqu'à 11 points de victoire. C'est l'endroit où ce que tu peux faire le plus de points de victoire. Ça n'a pas de sens. Mais il y a aussi le calepin. Parce que t'as bien beau faire des recherches, il faut que tu les écrives en quelque part. Et c'est pour ça que le calepin ne peut jamais être avant la loupe. Donc la loupe en avant, après c'est le calepin qui monte. Et on peut avoir un petit bonus comme avoir des assistants. Puis des assistants, c'est super important parce qu'ils donnent des petits pouvoirs que tu peux débloquer, des petites actions secondaires qui vont te donner des ressources, des actions chouettes. Ça va devenir ton ami. Tu vas vouloir jouer avec lui à Narak. C'est important, les amis, parce que c'est avec lui que tu vas jouer. Tu peux pas jouer tout seul à Narak. Tu peux pas jouer tout seul à Narak. Ah non, tu peux jouer tout seul. Hein? Bye bye, les amis, moi, on va jouer à Narak, moi. Wouhou! Wow. Internet, êtes-vous prêt à vous lancer dans une expédition incroyable? Entre deux mondes! Ils sont Le pas monde prêts. du deck building puis le monde du placement d'ouvriers! Ils sont pas prêts, Pierre-Louis, ils sont pas prêts.
Ils sont pas prêts. Faut qu'on leur explique tout le temps. Je suis tanné. C'est une révolution, Doyon. C'est une révolution. Moi, je pensais que j'étais prête. Moi, je pensais que j'étais prête, puis je me suis attablé à les ruines perdues de Narak et je me suis fait démolir. Ah ouais, par nous. Oui. Je te trouve très content. Ouais. C'était quoi votre feeling quand vous l'avez vu sur la table la première fois, les garçons? T'as eu un problème de respiration. Oui, je fais de l'asthme beaucoup avec la chaleur puis tout. Non, en fait, j'ai l'impression que sur une table, il est très, très beau. Ça, Oui. ça c'est Ouais. indubitable. Absolument. Mais il est gros. Il fait imposant. Il y a beaucoup d'affaires. Il fait stressant pour un jeune joueur. Tu sais, Ouais. puis c'est écrit expert sur la boîte. C'est stressant. Mais tu rentres dans cet univers-là puis tu fais comme « Ah, c'était juste ça. Ouais, au final, ça fait pas si Ouais. mal que ça. » Vraiment pas. Non, c'est un médium léger, je dirais même. Puis Vraiment. les règles s'assimilent assez bien. C'est vrai qu'il en jette. Il y a une présence de table. Il est attrayant. Je pense que oui, ça peut être intimidant, mais en même temps, le thème a l'air d'être. Il est beau quand même. Oui, Mais c'est parlons-en super du cool. thème, mon Ouais, Dieu. ouais. Absolument. Moi, je trouve ça cool. Le thème un peu à la Indiana Jones. C'est intéressant. Je veux dire, c'est pas ça qui m'a happé en premier. Tu sais, j'étais comme. Je pense que l'aspect, la nature est mis de l'avant, l'aspect, les monstres, la découverte, l'aventure, comme tu en parles, Pierre-Louis, c'est intéressant. Je sais pas si ça vieillit si bien. Pas que ça vieillit si bien que ça, mais que c'est si au goût du jour, peut-être. Ouais. Ils ont évité des pièges. Tu sais, on sent qu'il y a eu une sensibilité pour éviter justement de faire on est vraiment juste des Blancs qui venons arracher les trésors de vos tombes et de votre histoire, puis on va le mettre dans notre musée. On sent qu'on est là pour raconter l'histoire de cette civilisation, peut-être même pas humaine. Fait que oui, au moins, on essaye d'éviter ces pièges-là. Je salue la sensibilité qu'il y a eu ici. Là, quand Puis ce qui fait en sorte que, selon moi, ça va vieillir un peu mieux que d'autres jeux de civilisation qui sont atroces à sortir aujourd'hui sur une table. Moi, ça me fait penser, je vais juste chercher mes mots là, pendant 8 minutes, mais ça me fait penser aux peintures de le gars qui faisait les posters de tous les films des années 80. Son nom est en train d'apparaître en bas. Là. Mais tu sais, le gars qui faisait justement les posters d'Indiana Jones, de Star Wars, même de Harry Potter dans les dernières années. Oui. Ce gars-là, là, je pense qu'il y a une... Puis c'est drôle parce que c'est il a déjà fait du design graphique de board game, dont un jeu. Ça aussi, il est en train d'apparaître à l'écran. Tu sais, là, il y a un pont en plastique comme ça, puis il fallait que tu pèses sur la tête, puis là, le pont, il shakeait comme ça. Là. oui, j'avais ça. Tu prenais des petits trésors dans ton sac à dos, il faut que tu traverses le pont sans tomber. Ça ressemble à ça, je trouve. Un des gros points de vente, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, là, en disant justement que c'était révolutionnaire, que c'est un jeu qui mélange le deck building et le placement d'ouvriers. Deux mécaniques que tout le monde aime. Si tu joues à des jeux de société, ce pitch-là, il est comme attrayant. Est-ce que effectivement le mariage de ces deux idées-là, est-ce que ça nous amène en terrain révolutionnaire? Comment vous avez filé ça, le mariage des deux? Ben, révolutionnaire, je trouve toujours ça gros comme mot. Ça, c'est... Couple de le monde dit syllabes ça. là-dessus. c'est révolution. C'est long. Sionnaire. C'est vraiment très, très long. Beaucoup de points. Au Scrabble. Moi, je dirais pas que c'est révolutionnaire. OK. Mais oui, ça se merge bien. Je sens que les deux façons de jouer ces deux techniques-là, je les trouve le fun, je trouve qu'ils s'imbriquent bien dans le jeu, je trouve que je sens pas que c'est forcé. On a certains jeux qu'on a critiqués auparavant parce qu'on disait que ça avait l'air d'un Frankenstein parce que c'était plusieurs mécaniques mélangées ensemble, que tu fais comme on les a forcés ensemble. Ici, je trouve que ça y va doucement, telle une petite rivière. Voilà, mais moi, ça m'a fait penser à Clank. J'aime pas trop ça comparer, mais j'ai eu le même... J'ai beaucoup aimé Clank. Quand j'ai joué à ça, j'ai fait comme « Ah, wow, ça vient flatter mon Clank. » Ça vient... Ça t'a clanqué. Ça m'a clanqué un peu, tu sais. J'étais comme, OK, ça vient, c'est aussi bon que, tu sais. OK. Fait que moi, j'ai beaucoup apprécié pour ça, mais justement, tu peux pas t'empêcher de le comparer à ça. Mais effectivement, c'est super fluide à ce niveau-là. Puis moi, ce que j'avais entendu, c'est que, oui, il y avait le placement d'ouvriers, mais ça faisait que le deck building shinait pas tant. Mais il y a manière de te faire une game plus deck building. Complètement. Ouais. Si tu te dis, moi, cette game-ci, je me vais vraiment me concentre concentrer sur les cartes, tu peux le faire. Fait que tu peux ne pas le faire aussi. Tu peux utiliser tes ressources pour autre chose qu'acheter des cartes.
Mais si tu le fais, tu vois les bonnes opportunités puis tu vas les saisir, ben c'est un très bon jeu de deck building. C'est ça qu'on se disait tout le long de la game quand on jouait. Là, on n'arrêtait pas de dire genre ça roule bien. C'est vrai qu'on disait ça parce que moi, j'ai réalisé que c'est un des problèmes qui me gosse dans un deck building, là, c'est quand tout arrête parce que tu as une rivière de cartes, mettons, là, que tu peux acheter, puis tout est trop cher. Mais en fait, que tu peux pas acheter, c'est ça. Ouais! Tu peux pas acheter rien, t'es juste comme ah fuck! Bon, mais gars, je vais acheter ça, I guess, c'est la seule carte que je peux acheter. Ça me fâche parce qu'on dirait que j'ai pas de choix. Mais ici, tu as tellement de choix, puis moi, c'est ça, quand j'ai découvert que toutes les cartes, c'est pas le même coût. Yeah, right. Raph, non, mais c'est que c'est pas la même... Comme au magasin, t'as déjà remarqué, les affaires sont pas toutes le même prix. Oui, mais c'est pas la même devise. Même au Dollarama. C'est pas la même devise. C'est que tu peux, avec des boussoles, acheter des cartes et tu peux, avec de l'argent, acheter des cartes. C'est vrai. Exact. Ça, c'est stimulant parce que tu as toujours des options puis tu réalises que tu as beaucoup plus de contrôle dans Narak que dans des jeux de deck building standard parce que t'as pas de boussole, utilise ton cash. Si t'as pas de cash, utilise tes boussoles. Puis tu as toujours une façon avec tes employés puis tes cartes à double usage d'aller chercher la petite ressource qui te manque pour faire ton acquisition de cartes. Fait qu'on n'est jamais coincé complètement. Puis si tu pognes ta main carte, puis c'est ta main carte de départ, celle que, mettons, dans Star Realms, c'est de la merde que tu as, qu'est-ce que tu peux faire, Pierre-Louis? Tu peux tout faire. Tu as plusieurs opportunités avec les mêmes cartes. Tu peux te déplacer. Tu peux même... La ressource la plus précieuse du jeu, qui est le diamant, est disponible avec 2 cartes dès le début. Dès le premier tour. C'est super cool. Fait que tu sais, je sais pas si c'est révolutionnaire, mais pour moi, je trouve que c'est peut-être, dans un certain sens, révolutionnaire pour le deck building. C'est subtil, parce que c'est des trucs que tu réalises pas, mais une rivière de cartes super dynamique, qui change, qui varie. Le fait que certaines cartes que tu achètes, que tu mets directement dans ton deck, puis que tu es sûr de trouver dans les tours à venir, ça laisse l'impression que ton achat de carte n'est pas futile. Tu sais, souvent dans un deck building, c'est la fin de la game, tu achètes une carte, tu fais on s'en fout, je m'en servirai même pas. Là, c'est pas le cas, ça te donne des points, puis en plus, tu as des bonnes chances de la piocher, de la sortir. Parce qu'elle s'en va sur le dessus. Ben, je dirais juste que c'est la seule règle pour moi qui est un petit peu gossante du jeu. C'est que les règles sont relativement épaisses, mais super fluides, comme on dit depuis le début, puis vraiment claires. Tu sais, toute l'iconographie est vraiment belle du jeu. Ça fonctionne super bien. Sauf la règle de quand tu achètes une carte à gauche, elle va dans ton paquet. Sur le dessus de ton paquet. À gauche, c'est en dessous. Parce qu'à gauche, tu l'utilises. Oui. Donc, elle va dans ta défausse. Elle s'en va en dessous, oui. Elle s'en va pas en dessous, elle s'en va dans ta défausse, Raph. Tu peux pas la mettre en dessous parce qu'il faut que tu mélanges ta défausse avant que ça s'en aille en dessous. Pierre-Louis, fait qu'à gauche, il faut que ça s'en aille dans défausse. La règle, c'est la défausse. Puis à droite, tu la mets sur le paquet. C'est limpide. Complètement limpide. Je comprends pas ton problème avec cette règle-là. Moi non plus. Quand tu regarde les opportunités, il y a toujours moyen de te débrouiller puis de faire un tour intéressant, puis peut-être même de faire une action de plus ou une autre action de plus. Tu es capable de... Puis c'est là que je veux pas dire push your luck, mais juste la décision stratégique de faire est-ce que je garde mes ressources pour le prochain tour ou je les dépense pour essayer d'optimiser ce tour-ci est super intéressante dans Moi, ça m'est souvent arrivé de prendre l'idole puis de l'utiliser juste pour piocher une autre carte dans l'idée du push your luck en faisant comme « Oh shit, c'est la carte que... OK, cool! » C'est la carte que je voulais qui me permet de faire 3 actions de plus. Tellement ça, c'est cool. Parce que tes prises de décision, tu sens toujours qu'ils vont avoir une influence rapidement sur ce qui s'en vient. Ça, là, ce côté-là de je vais jouer mon action principale, c'est rendu qu'elle m'intéresse plus tant. Ce que j'ai hâte de faire, c'est tous les combos autour pour pouvoir en faire une ou de trouver des armes pour ma prochaine action principale, d'aller me chercher des ressources, des trucs comme ça pour que la prochaine soit encore plus haute. Puis je vous voyais, des fois, moi, j'avais fini mon tour, je scrapais toutes mes cartes, je prenais toutes mes ressources, j'étais comme à la prochaine manche, ça va être chill. Puis là, vous autres, vous jouiez encore 3-4 tours de plus, puis j'étais comme... OK, il y en a du stock. Et ce qui m'amène à dire que ta première partie est beaucoup plus difficile si tu joues avec des joueurs qui ont déjà joué. Des vétérans. Des vétérans comme... C'est dur parce que... Mais vous aviez joué une game avant qu'on joue ensemble, puis j'ai comme senti un 40 points de décalage. C'est le problème de tous les jeux de course, entre guillemets, là, genre qu'il y a une part de course, c'est quand tu vois les personnes partir en avant, des fois, ça peut vraiment être chiant
de faire comme OK, ben, je vais passer le reste de la partie à juste comme marcher derrière eux autres. Ça te tente plus de courir parce que t'es comme ils sont tellement loin, oui, comment je vais les rattraper, tu sais. Mais quand même, on doit dire que le jeu, un peu salade de points, fait quand même bien la job pour essayer de camoufler un peu qui gagne. C'est pas super évident, le meneur. Souvent, c'est assez serré, mais effectivement, c'est un peu plus dur une première partie. Mais en même temps, c'est synonyme d'un jeu qui se maîtrise, sur lequel tu as du contrôle. Tu gagnes pas sur un lancer de dés. Tu gagnes pas sur un lancer de dés, puis moi, c'est ce qui m'a plu. Puis c'est vrai que c'est cool. Moi, j'adore ces mécaniques-là là, de ton tour n'est pas déterminé par un nombre X. C'est jusqu'à ce que tu décides de passer. Des jeux comme Imperial Settlers, The Loop, où si tu as les bonnes ressources, puis tu combattes bien, puis tu regardes bien le plateau, tu lis bien la situation, tu peux faire 8, 9, 10 actions peut-être. Puis ça, c'est le fun de pousser sa machine jusqu'à l'extrême. Là, j'ai envie qu'on parle un petit peu de rejouabilité, par contre. Je pense que ça va être un point qui va souvent être soulevé à propos de Narak. Mais moi, j'ai pas envie d'en parler. J'ai juste pas envie. C'est bon. Bon, ben, bye. bonne journée tout le monde. Mais ouais, c'est ça, l'aspect rejouabilité au niveau de... Puis là, je parle vraiment de la rejouabilité comme dans la boîte au niveau de ce qui est offert comme possibilité. Ouais. Il y a beaucoup de possibilités. Une fois que tu as maîtrisé ces quelques plateaux-là, est-ce qu'il y a encore du fun à avoir avec des personnes, mettons, de même niveau ou même en solo, parce qu'il y a un mode solo à l'intérieur, tu sais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Tu évalues toutes les possibilités, puis ta première partie, il n'y a pas de place que tu vas aller, puis ça va te donner ça, puis c'est sûr que tu gagnes dans 3 tours. Puis, tu sais, je sens que, comme je disais tantôt, il y a un univers de possibilités. Donc, il faut que tu regardes tout ce qui s'ouvre à toi dès le début de la partie, puis tu t'en vas faire ça ou ça. Il faut que tu t'adaptes au plateau de base quand tu commences ta partie. Fait que pour moi, ça, au niveau de la rejouabilité, l'idée d'adaptation est vraiment le fun. C'est sûr que... tu sais, je me rappelle la carte qui tue les monstres. Pierre-Louis, quand tu l'as, quand tu la vois, c'est sûr que tu sautes dessus, mais ça, c'est à force d'y jouer que tu fais comme « Hey, j'avoue ». Est-ce que ça devient-tu à un moment donné la seule carte ou la carte qu'il faut que tu prennes? Je pense pas, rendu là. Je pense qu'il y a une certaine rejouabilité quand même. C'est vrai qu'effectivement, il y a peut-être éventuellement un sentiment de parties qui finissent par se ressembler un petit peu. Mais c'est subjectif. Là. Moi, j'ai eu cette impression-là un peu parce qu'il y a des cartes que quand tu vois passer, tu te souviens d'avoir vu quelqu'un l'utiliser, puis tu es comme, il faut que j'appogne. Puis là, tu retombes un peu dans les pantoufles de ta dernière game, ou quand tu sais que la track de recherche, c'est payant, puis ça fait 3-4 games que tu gagnes avec ça, ben, ça donne le goût de s'y retourner puis d'essayer d'aller pogner les tablettes du top. C'est sûr qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu répétitif dans les parties, je pense. C'est le fun, pareil. Puis je pense que chaque partie, j'ai vraiment toujours eu du plaisir. Mais je sens que c'est le genre de jeu qu'il va falloir des extensions éventuellement pour surprendre. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, tu sais, genre, je vais... Admettons le helper tête de flèche, là. Oui, genre, oui, l'assistant tête de flèche. L'assistant tête de flèche, je suis comme... C'est ça. Moi, je suis comme, si je le vois, je le prends. C'est sûr. Donc, ma game va tourner pas mal autour de ça. Tu sais, il y a des opportunités des fois que tu es comme, ah oui, mais c'est sûr que je vais... Puis ça devient difficile de pas aller les chercher, ces affaires-là, parce que tu es comme, c'est optimal. Ça a tellement bien marché la dernière game. Pourquoi casser une formule gagnante? Puis là, je vois la personne qui l'a pris, est en train de gagner. Toutes des têtes de flèche. Moi, ça fait 3 tours, j'ai pas de tête de flèche. Tu sais, fait que ça devient complexe à ce niveau-là. Mais effectivement, je pense que la réponse à ça va être des extensions. Puis je pense que ça sera la bienvenue, effectivement. On va voir. Oui, juste rapidement que CGE va, de ce que j'ai entendu dire, mettre sur son site internet une campagne solo qui va être absolument disponible là, sur leur site. Je ne sais pas à quelle portée là, on pourra vérifier, mais... Puis absolument. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il est disponible gratuitement sur Board Game Arena en ce moment. C'est ça. Ça, pour moi, c'est un no-brainer. Il faut que vous ayez joué à ça directement sur Board Game Arena. Puis si vous aimez ça, de l'avoir tactilement, c'est très chouette. Il est beau. Je veux dire, les diamants sont le fun, les têtes de flèche, la qualité du matériel est vraiment cool. Mais pour moi, c'est sûr que je vais jouer pendant mes vacances d'été. Je n'amènerai pas la boîte, mais je vais jouer sur Board Game Arena. Essayez-le, là, ça vaut la peine de l'essayer. Puis si vous aimez ça, allez-y. Puis un petit mot quand même là-dessus aussi, parce que moi, ça m'a surpris quand je l'ai vu passer. Il est cher. Je l'ai vu passer, puis en français, il est à 99 $ ici au Canada. Puis c'est quand même... Moi, j'ai été surpris, je dois dire. Mais la version originale en anglais,
même chose au Canada, est à 64 $, autour de 65 $. Mhm. Ça fait une bonne différence, fait que vous pouvez le magasiner un peu. Puis il n'y a pas énormément, oui, un peu de lecture de cartes, mais tu sais, je dis ça, je dis rien. Si, mettons, vous vous débrouillez en anglais, un petit 25$ de différence, Seigneur. Hey, si vous aimez ça, si vous avez aimé notre critique aujourd'hui, ben abonnez-vous à notre page. Il y a plein de trucs qui vont se passer. Allez voir sur notre Facebook, notre YouTube, notre Instagram, notre Twitch. On est partout et on vous aime. Puis on est aime même ça. Voir. derrière toi en ce moment. Oui, fais pas le saut. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie. Ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.